aujourd'hui, on travaille la mise en pratique de l'IA Act, et donc l'IA de confiance, dans le cadre de nos scores de crédit, et plus précisément les scores prédictifs et les modèles prédictifs qui utilisent l'IA. Rapidement, donc on se présentera. L'IA Act, pour ceux qui ne connaissent pas trop ou qui n'auraient pas les grandes thématiques, je vais vous en parler rapidement. Et l'idée est surtout de vous expliquer l'opérationnalité du sujet, à savoir comment chez Floa, avec l'aide d'Avisia, nous avons développé des éléments spécifiques pour respecter tout ça. Donc je suis Virginie Lange, je suis responsable de la data science et de l'intelligence artificielle chez Floa. Floa est une filière de BNP. Nous sommes spécialistes en crédit conso et plus particulièrement sur le paiement fractionné sur Internet. Aujourd'hui, c'est 4 millions de clients, une production de crédit qui est en croissance, ce qui est remarquable en ce moment, on va dire ça comme ça. On a environ 450 collaborateurs et on a une présence européenne. Aujourd'hui, nous développons également notre solution en Espagne, au Portugal, en Italie et en Belgique. Et 98% de notre activité est digitale et on travaille avec plus de 15 000 points de vente dans l'Europe du Sud, on va dire, dans la France et l'Europe du Sud. Je laisse Valentin se présenter. Merci. Bonjour à tous, ravi d'être là pour parler de ce sujet que j'affectionne particulièrement. Moi, c'est Valentin Defour, je suis data scientist chez Avisia. Avisia, c'est un cabinet de conseil data-centrique de à peu près 300 consultants qui a été fondé il y a un peu plus de 15 ans. Donc, parmi ces consultants, on a des data scientists, data engineers, data analysts, digital analysts, PO, enfin, on est présent sur toute la chaîne de données. Et historiquement cross-secteur aussi, avec en particulier banque assurance, puisqu'on est aujourd'hui ici présent. On est également présent dans 5 villes avec notre agence historique de Paris, mais également Lyon, Lille, Nantes et Bordeaux, à laquelle je suis rattaché. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, quelques éléments concernant la théorie, on va dire, de l'IA Act. Alors, 7 points principaux, je ne vais pas tous vous les passer, mais vous les avez à l'écran. Et on va plutôt se focaliser sur les sujets autour de l'explicabilité et de l'équité, puisque ce sont les deux éléments phares, on va dire, dans les scores de prédiction qu'on fait sur la solvabilité de nos clients. Évidemment, l'impact durable est aussi un sujet sur lequel on se penche, mais qu'on a un petit peu plus de mal à adresser rapidement. Et tout ce qui est responsabilité humaine, puisque j'ai une équipe de 18 data scientists et data ingénieurs qui travaillent sur le sujet. Les grands principes de l'IA Act, donc pour bien comprendre le premier élément, c'est qu'est-ce qu'on appelle IA dans l'IA Act. Donc c'est un système qui va utiliser l'intelligence artificielle pour avoir une finalité, comme un moteur de recommandation, un système de décision pour un credit scoring par exemple, et qui va avoir une finalité, donc le moteur de recommandation évidemment pour personnaliser l'offre au client, le score de solvabilité pour accepter ou refuser un financement, etc. Et cette finalité va déterminer un niveau de risque, c'est-à-dire l'impact que ça peut avoir sur la vie du client ou la vie de la personne qui va subir, entre guillemets, cette décision. 4 niveaux sont prévus dans l'IA Act. Un risque qui est considéré comme inacceptable, un niveau de risque élevé, un niveau de risque limité et un niveau de risque faible. Face à chacun de ces niveaux de risque, il y a un ensemble d'exigences qui sont détaillées dans l'IA Act et qui vont nécessiter des restrictions d'usage, notamment sur la première partie, sur le risque inacceptable, et pour les autres niveaux de risque, de la documentation supplémentaire, de l'explicabilité forcément, un peu de gouvernance, de traçabilité, etc. Donc c'est une loi qui est passée d'abord par le système européen, qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place, notamment chamboulée dans leur planning par l'IA générative. Et c'est un des premiers règlements qui se veut assez ouvert finalement, puisque intégrant les évolutions et l'innovation dans l'usage de l'intelligence artificielle. La dernière loi a été votée le mois dernier et la mise en pratique est prévue pour 2026 avec un début d'application qui se fera dès cette année sur le risque élevé, enfin inacceptable, pardon, où certains sujets, certaines sociétés qui utilisent ces IA à ce niveau-là devront peut-être fournir des informations, voire arrêter l'activité précise dès la fin de l'année. Et aujourd'hui, si la réglementation n'est pas respectée, l'amende est de 7% du chiffre d'affaires actuel, c'est plus encore que le cadre de la RGPD par exemple. Voilà, donc
maintenant que vous avez la théorie, pratiquement chez Floa, comment ça se passe en termes d'opérationnalisation. Donc déjà un petit peu de genèse, pourquoi aujourd'hui on vous présente ce sujet-là, ça fait quasiment 2 ans qu'on travaille dessus. Un premier élément est une sensibilité personnelle que j'ai en moi, de vouloir respecter les enjeux RSE. Et ça a fait écho très vite dans mon équipe. Plusieurs data scientists ont levé la main pour travailler sur ce sujet. Donc c'est quelque chose que j'ai eu la chance de ne pas avoir à trop pousser et embarquer beaucoup de personnes dans l'équipe assez rapidement. En 2022, on a aussi créé un Data Lab chez Floa. Côté, il y a une direction innovation et on a fait une petite entité spécifique dans la direction data pour incuber des projets spécifiques à la data. Et évidemment, la réglementation qui nous pousse à travailler là-dessus. Donc le chantier IA éthique chez Floa est en cours depuis quasiment 2 ans maintenant. Alors, le cas d'usage aujourd'hui, c'est sur un score de risque. Alors, je sais que j'ai affaire à des financiers, des assureurs, donc je ne vais pas vous expliquer en détail ce que c'est qu'un score de prédiction. Je pense que vous savez à peu près de quoi on parle. Je donne quand même une petite définition. Donc, aujourd'hui, pour accepter ou refuser un dossier de crédit, on va aller alimenter notre système d'information d'énormément d'informations venant du client, mouliner, je vais le dire comme ça, un modèle de machine learning qui va donner une probabilité de solvabilité ou une probabilité d'impayé sur le client, et en fonction du risque qu'on voudra prendre, on acceptera ou on refusera le financement à ce client-là. Aujourd'hui, on a 40 modèles de score à peu près en production qui tournent tous les jours sur nos plateformes, et tous les appels qu'on a à ces modèles, là on a mis 3,3 millions, ça a même augmenté, on frôle les 4 millions là, dernièrement d'appels par mois. Donc schématiquement, puisque je vous disais, on travaille beaucoup sur le web, donc on a notre client qui fait son parcours, qui fait une demande de paiement fractionné. À partir de là, on arrive chez Floa dans la plateforme data. Toutes les données sont évidemment intégrées dans notre système d'information. On a tout un système, notamment d'intelligence artificielle, mais pas que, qui mouline l'information via notre outil Dataiku et la plateforme Snowflake. À partir de là, sur toutes les logs de demande, on va faire des appels au score pour calculer cette fameuse probabilité. Et enfin, on a évidemment le suivi de la performance de ces modèles, avec parfois des drifts, soit dans les modèles de données, soit dans les datas. Et tout ça, évidemment, est un cercle vertueux sur lequel on s'appuie pour travailler et valider le financement de nos clients. Du coup, dans ce modèle-là, on a donc le suivi de nos scores et plus particulièrement des indicateurs spécifiques pour aller contrôler la confiance qu'on peut avoir dans nos outils et l'éthique de l'IA. Et je vais laisser du coup Valentin présenter ces sujets-là, puisque c'est lui qui a travaillé principalement sur ces indicateurs. Yes. Merci. Alors, avant toute chose, chez Floa, on utilise la plateforme DSS de l'éditeur Dataiku. Ça commence à être assez connu quand même maintenant, mais si vous ne connaissez pas, c'est une solution qui permet d'aller faire du visual machine learning en traitant de bout en bout des usages, donc de l'extraction de la donnée jusqu'à la création du modèle et le déploiement, par exemple sous la forme d'une API du modèle. L'avantage d'utiliser cette plateforme, c'est qu'on a accès à tout un ensemble d'outils, on va dire out of the box, qui couvrent certaines dimensions de ce qu'on a appelé l'IA éthique, l'IA de confiance, et qui sera demain encadré par l'IA Act. Donc on a choisi de vous faire 3 focus aujourd'hui. Donc un premier sur la subpopulation analysis, qui est à cheval entre l'explicabilité et l'équité. Un second sur le modèle Fairness Report, et enfin une partie sur la performance et le suivi dans le temps des performances avec l'Evaluation Store. Alors la subpopulation analysis, c'est une fonctionnalité de DSS. On va lui brancher en fait un modèle, ainsi qu'une base de validation, et en lui indiquant une variable qu'on a jugée sensible, vous pouvez imaginer pour un score de SOLVA le genre, l'âge, la nationalité, on va pouvoir ventiler des composantes de performance de ce modèle sur les différentes modalités de la variable dite sensible. Ça permet de rapide coup d'œil de se dire, par exemple là, on a utilisé l'âge des clusters d'âge, de se dire, sur les 18-25, on est peut-être moins performant, par contre on a plus de représentativité, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Premier coup d'œil rapide sur le fonctionnement de mon modèle sur des variables qu'on aurait jugées au préalable sensibles. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'a priori, on veut éviter d'avoir un modèle biaisé. Un modèle biaisé, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet qui revient souvent, le biais en machine learning, quand on parle d'IA éthique. Tous les humains ont des biais cognitifs, du fait de leur histoire, de leur éducation, etc. Et ces humains-là développent des modèles. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas, on verra demain.
Ces modèles-là sont entraînés sur des données. Les données contiennent des biais historiques, de fait, puisqu'elles sont une représentation du passé, et peuvent également contenir des biais de sélection en fonction de comment on échantillonne. Et de fait, cette somme de biais se retrouve dans les modèles qui peuvent contenir le fait du biais algorithmique. Alors les externalités négatives du biais algorithmique, ça peut être assez grave et ça peut prendre des ampleurs souvent très médiatisées quand on touche à des GAFAM, etc. Donc, par exemple, on peut se retrouver avec des algos de recrutement qui sont sexistes, des scores de récidive avec des données ethniques et de fait défavorisant certaines populations. Et donc apparaît le concept de fairness, ou équité en français, qu'il est important de traiter. Ça tombe bien. Dans DSS, on a ce qu'on appelle le fairness report, qui, en lui branchant encore une fois un modèle et en lui indiquant une variable qu'on souhaite protéger, enfin notamment une modalité d'une variable qu'on souhaite protéger, va calculer tout un ensemble d'indicateurs que vous voyez affichés à l'écran là, et on va pouvoir ensuite sélectionner l'indicateur que nous, on veut suivre pour la suite de nos travaux. Je ne vais pas vous faire le détail des indicateurs, c'est principalement des composés de la matrice de confusion qui seraient de fait diffusés par modalité d'une variable sensible. Comment on l'utilise chez FLOA? Alors d'ailleurs, d'abord il a fallu choisir un indicateur de fairness, puisque vous voyez il y en a 4, en réalité il y en a 5, 6, 7, on peut en imaginer plusieurs. Il y a un très bon document d'IBM qui nous permet de choisir un petit peu quel indicateur en fonction de notre business. On est parti sur la parité du faux négatif. Pourquoi? Parce qu'un faux négatif chez FLOA, c'est quelque chose qui a une externalité double. Un faux négatif, alors déjà pour reprendre, on a prédit que le client allait nous rembourser, alors qu'il ne le rembourse pas. Donc du coup, externalité négative double, à la fois pour le client, puisqu'il tombe en endettement, en recouvrement, et éventuellement en fichage si ça venait à se reproduire une fois. Et évidemment pour FLOA, puisque c'est évident que si on n'a pas des clients qui remboursent, on perd de l'argent et on engage des process de recouvrement. Une fois qu'on a calculé ce taux, sur notre variable sensible, on a défini des seuils, donc un seuil warning, un seuil bloquant, qui vont guider nos prochaines actions. Si on est en warning et qu'on a une variable qui est très peu importante pour le modèle, on va soit la garder, soit justifier très simplement son utilisation. Mais voilà, on n'est pas encore en zone rouge. Pour autant, si on est bloquant, donc supérieur à un seuil avec une valeur qu'on peut imaginer, on va tout de suite retirer la variable du modèle si elle est jugée sensible, puisqu'elle apportera finalement que du négatif, potentiellement du biais. Si, par contre, on est sur une variable qui est importante pour le modèle, on va la garder, on va statistiquement justifier son utilisation, tracer son utilisation pour avoir éventuellement des comptes à rendre si une autorité venait nous retoquer. Alors, c'est sûr qu'enlever une variable sensible, ça ne règle pas le problème. Il y a le concept de variable proxy, qui sont des variables qui traduisent l'impact de cette variable sensible. Si on enlève le genre, on peut par exemple avoir des flags qui portent sur le nom, sur est-ce que la personne a conservé son nom de jeune fille. Bon, c'est un peu grossier, mais vous voyez le concept de variable proxy. Donc on peut aller plus loin sur le fait de rendre un modèle, on va dire, plus fair, avec par exemple de l'acceptation différenciée sur des sous-populations qui passent dans mon modèle, etc. Donc, voilà, plein de choses à faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que retirer une variable, ce n'est pas la solution magique. On peut en retrouver si on est plus loin. Et enfin, troisième fonctionnalité qu'on a utilisée, l'Evaluation Store. Donc un modèle, une fois qu'il est entraîné et qu'il est lâché dans la nature, il ne reste pas précis, il ne reste pas performant ad vitam aeternam. Ce serait trop beau. Donc on a deux principes, on a de la dérive de data, c'est-à-dire que la distribution des données en entrée du modèle va être modifiée. Par exemple, mes clients sont de plus en plus vieux, ou j'ai des clients de plus en plus qui viennent par exemple du nord de la France, on ne sait rien. Donc ça, on appelle ça la dérive de données. On a aussi de la dérive de concept, qui va être le rapport de mes données en entrée qui va changer par rapport à la cible. Si hier, mes clients les plus jeunes remboursaient mal et demain, ils remboursent mieux, on peut comprendre que mon modèle il va commencer à se poser des questions et éventuellement sous-performer. Donc c'est tout l'objectif de cette fonctionnalité qui permet de suivre des indicateurs de stabilité avec différents tests statistiques sur les distributions et des suivis dans le temps des performances du modèle. Par-dessus cette fonctionnalité, on a branché ce qu'on appelle le projet Hollywood.
score mis en production l'accompagne d'un suivi et d'un monitoring systématique de ses performances, donc les différents indicateurs qu'on va suivre, lift, AUC, précision, mais également de l'alerting si on détecte une baisse de ces performances-là. On a aussi un suivi du drift, de la dérive de data, et qui est pondéré par l'importance qu'elles ont dans le modèle. Donc si une variable explique 1% d'une décision et elle a beaucoup drifté, on ne va potentiellement pas prendre d'action. Pour autant, si on a 20% d'une décision qui est motivée par une variable et qu'elle a beaucoup drifté, évidemment ça va entraîner des actions. Ces actions, qu'est-ce qu'elles peuvent être? Elles peuvent être par exemple du réentraînement sur des périodes plus récentes pour équilibrer le data drift, ou complètement de la refonte de score aussi, si on se rend compte que utiliser une variable n'est pas forcément pertinent, on va être capable d'aller refondre ses scores. Du coup, tout ce que vient de vous expliquer Valentin, en fait, se trouve dans notre cercle d'apprentissage automatique, plutôt dans cette partie-là. Donc, c'est tout ce qui est suivi de performance et réapprentissage. Donc, à chaque fois qu'on a un nouvel enregistrement, on rentre la donnée, elle nous permet de vérifier s'il y a du drift et potentiellement on réentraîne un modèle ou on modifie le modèle en fonction de tous les indicateurs qu'on aura pu mettre en place. Donc, on a intégré, en fait, et on est en train d'intégrer pour certains, ces indicateurs-là comme un élément de performance de nos modèles. Si un modèle n'est pas fair, à ce moment-là, on rentre dans un réapprentissage où on va gérer les alertes qui vont nous expliquer pourquoi le modèle n'est plus conforme à ce qu'on voudrait. Donc on a intégré ces informations directement dans le réapprentissage automatique et comme on l'a noté là aussi, on a des dashboards de supervision des scores qui prennent toujours pareil des indicateurs de performance des modèles mais aussi de stabilité et bien sûr on zoome sur les données qu'on aura voulu suivre particulièrement par rapport à tout ce qui est IA de confiance. On a travaillé aussi, Valentin en a parlé, sur l'échantillonnage stratifié, c'est-à-dire au moment où on va commencer l'apprentissage de nos données, on vérifie bien que la base de données d'apprentissage n'a pas de biais, biais cognitif, biais de sélection ou biais technique, parfois juste sur la transmission de l'information, il peut y avoir un bug technique qui fait que la donnée est modifiée. Donc l'échantillonnage stratifié nous permet de valider qu'il n'y a pas de biais entre la base d'apprentissage et la base de validation. Alors tout ça c'est bien joli, vous allez me dire, mais le cœur de notre métier c'est quand même de finalement choisir le meilleur client, donc finalement faire de la discrimination, et pour autant l'IA éthique voudrait qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc on est un petit peu coincé entre deux balances, à savoir est-ce qu'on veut mettre en avant le business, la performance de nos modèles. Dans mon équipe, les data scientists ont envie de modèles robustes, performants, etc. Mais au prix de quel coupage, découpage il faut faire de l'autre côté. Évidemment, on a une multitude de données, beaucoup d'informations intra-bancaires. On l'a vu avec la présentation précédente, il y a aussi toutes les open data, open banking, etc. qui peuvent être utilisées dans ce genre de modèle. Donc la multitude de données peut aussi créer des biais ou des apprentissages qui peuvent drifter. Et de l'autre côté, il y a évidemment tout ce sujet qu'on vient de vous expliquer sur l'éthique, l'égalité, l'équité, etc. des résultats utilisés. Et bien sûr, la RGPD qui est un élément qui rentre en compte dans tout cela. Donc l'histoire, c'est une histoire de curseur ou de balance. Et puis avant l'IA Act, l'idée c'était de naviguer entre les deux selon les sensibilités personnelles, etc. Bon, là, il y a quand même un cadre qui arrive, donc ce sera plus simple, en tout cas sur certains aspects, de se positionner. Du coup, aujourd'hui chez Floa, où on en est, où on va, donc tout ce qu'on vous a montré est globalement en place. Il nous manque encore quelques petites références pour se dire quelle est la norme, quelles sont les datas que je considère comme des données éthiques qu'il faut que je surveille. On a tous en tête le sexe, l'âge, peut-être la nationalité, la lieu géographique, mais peut-être que comme c'est chacun a sa propre éthique, peut-être que d'autres données viendront être testées. Et du coup, on est très open mind au-delà de la direction data science dans laquelle je suis, pour tout Floa. Donc on est aujourd'hui mécène d'une chaire de recherche sur l'IA de confiance à Bordeaux. Donc l'idée, c'est de partager beaucoup avec le monde académique sur nos données et notre opérationnalité et les modèles très, très théoriques qu'ils peuvent mettre en place. On a un partenariat aussi avec Hub France IA. Ils ont écrit un livre blanc sur justement l'IA Act et la mise en opérationnalité de l'IA Act. On est en train de partager avec eux l'utilisation de leur livre blanc dans un cas concret et on partage beaucoup avec eux.
Et puis, de manière plus globale, comme je vous le disais, côté FLOA, on va étendre le périmètre de l'expérimentation au-delà des usages liés à data science pour travailler sur la fraude, le marketing, parce qu'aujourd'hui, on est assez concentré sur le risque. On est en train de mettre en place un cadre de gouvernance sur l'intelligence artificielle, puisqu'il n'y a pas que les data lovers, on va dire, qui font de l'IA. Surtout l'IA générative, elle est assez ouverte et de plus en plus utilisée dans les différents services. L'idée, c'est de mettre un cadre de gouvernance pour que la data soit un peu le centre de référence, le centre d'excellence de l'usage de l'IA. Un élément, comme je vous le disais, c'est la mesure de l'impact carbone qu'on a du mal pour l'instant à bien préciser dans nos projets. Donc c'est un point qu'on doit travailler davantage aujourd'hui. Et puis, systématiser la veille, continuer de s'outiller. Comme vous voyez, l'IA bouge tous les jours, donc c'est notre métier qui bouge, on en apprend tous les jours. Et enfin, dans un projet un peu plus lointain, on va dire, on aimerait pouvoir obtenir un label d'IA éthique, d'IA responsable. Par exemple, le label IA, mais c'est celui-là ou un autre, mais en tout cas, l'idée est d'avoir une auto-évaluation. Grâce à une labellisation, ça permet d'avoir une grille de lecture, de se comparer au marché et du coup de se rassurer sur les usages. Je pense qu'on est tout bon. Voilà. Merci, j'espère que c'était clair. Et comme je ne sais pas à quelle heure on a commencé, je ne sais pas s'il y a du temps pour les questions. 3 minutes. On a 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, moi j'ai une question par rapport donc, au schéma, au cercle vertueux que vous avez montré. Comme j'ai pu comprendre que vous étiez dans une équipe data, en fait ma question c'était un peu d'un point de vue d'architecture et d'intégration avec le SI. J'imagine que vous n'avez pas une seule équipe IT qui gère ce SI, il doit y avoir plein de métiers, plein d'équipes. Donc comment est-ce que vous intégrez ça dans les équipes? Est-ce qu'elles sont partie prenante ou tout est géré dans une équipe centrale autour de la plateforme DataIQ qui est un peu gérée par des Happy Few? Comment vous avez mis ça en place? Alors, en fait, ce projet-là, on a mis quasiment 2 ans à le mettre en place et j'ai eu la chance d'avoir une petite équipe IT dédiée à ce projet-là qui m'a permis effectivement de pouvoir faire le pont avec l'architecture globale de la banque. Mais on a eu une certaine autonomie pour construire le projet. Donc ça a été effectivement une équipe multidisciplinaire, on va dire, pour pouvoir faire ça. Et oui, c'est bien 2 ans de travail, effectivement. Le fait d'utiliser DataIQ nous a quand même beaucoup aidé, parce que c'est un outil qui est très ouvert. Et on a créé un outil en interne, un outil maison, qui permet de faire le pan entre DataIQ, le mode API et tous nos parcours de souscription. Oui. À quelle fréquence l'apprentissage s'est fait, la modification du modèle est faite? Alors tout dépend en fait de la cible du modèle. Sur des paiements relativement courts, dès lors qu'on peut voir le premier paiement, donc en général c'est 1 mois. Oui. Voilà. Maintenant sur les paiements fractionnés sur le web, c'est le jour où vous faites votre crédit, exactement 1 mois après vous allez être prélevé, donc on peut le faire tous les 30 jours glissants en fait, donc on pourrait le faire tous les jours. Là on le fait à partir d'un nombre d'itérations assez importantes, donc tout dépend du partenaire, du modèle, etc. Sur les modèles de crédit classiques plus génériques, quand vous faites un crédit, vous êtes prélevé le 5 ou le 10 du mois suivant, ce qui peut sauter à 2 mois. Donc voilà, tout dépend de la cible qu'on met. Et après, en fonction des produits, on a les réglementations bancaires qui nous imposent une visée à 6 mois, 12 mois, les choses génériques qu'on a l'habitude de voir. Donc l'élément déclencheur, on va dire, c'est d'abord la durée, suffisamment d'observation, en temps pour avoir l'historique, en nombre. Et puis ensuite, comme on a tous nos modèles de suivi de performance, dès lors qu'on voit un drift, on peut déjà travailler sur ça. Et on a d'autres projets, notamment quand on est un peu court en termes de temps ou de nombre d'observations, on travaille sur de l'IA générative pour créer de la donnée synthétique et venir gonfler, on va dire, nos modèles avec des données virtuelles. Et sinon, je ne l'ai pas mentionné, mais dans les Wood, c'est une mise à jour mensuelle. Donc, on a un recalcul des indicateurs de drift tous les mois. C'est notre fréquence minimum pour leur entraînement. Oui. Entre la demande du financement et la réponse, c'est combien de laps de temps de la réponse? Pour le client, oui. C'est 283 millisecondes, je crois. Oui. Ça va rester là, donc je prends la main. Allez-y. C'est toujours sur cette problématique-là, donc vous allez vous donner un cas d'usage sur les paiements. Et aujourd'hui, je suis à la banque postale, je développe des modèles et je les suis. C'est plus la partie backtesting. Donc moi, ça m'étonne un
compris que ce n'était pas des modèles réglementaires, parce que c'est d'octroi, c'est potentiellement pas des modèles réglementaires. La traçabilité, l'explicabilité, la stabilité du modèle, tout ça, finalement, vous êtes vraiment dans l'opérationnel. Et vous n'avez pas de contraintes réglementaires pour dire que votre modèle il va avoir une durée de vie finalement de 1 mois minimum, entre 1 mois et 6 mois. Alors si en fait notre monitoring nous fait ressortir au bout d'un mois un drift, Ouais. à ce moment-là on va se poser plus calmement et voilà. Mais on aura quand même une indication assez forte de, on va dire, de la prochaine version, puisqu'on a un auto machine learning, hein, donc un programme qui relance un apprentissage et qui nous donne les principales pistes du prochain modèle à faire par rapport aux évolutions de la data ou du drift de modèle. C'est pas automatiquement une remise en production d'un nouveau modèle. Sur, Il y a bien sûr une analyse. Sur des modèles de score de risque, on ne peut pas le faire. Sur des modèles de marketing, on peut le faire. Ouais, facilement. Monsieur, vous avez une question? La question, c'est justement sur les modèles d'algorithmes de scoring classiques qui existent depuis toujours. Quel est l'écart de performance, d'efficacité sur ces nouveaux modèles par rapport aux vieux modèles d'algorithmes classiques qui avaient le scoring qui étaient basés? Où sont les vrais gains par rapport au coût d'un tel projet? Alors le coût, en vérité, il n'est pas très différent, puisque dès lors qu'on a tout intégré, finalement, quel que soit l'algorithme, c'est le même système. Alors je mets à part les réseaux de neurones qui sont très consommateurs, mais qu'on soit sur une régression logistique, un random forest ou des choses comme ça, le coût est le même, on va dire. Après, là, tu pourras compléter Valentin, mais tout ce qui est algorithme, on va dire, de machine learning, comme un random forest, LGP ou des choses comme ça, c'est peut-être un peu plus robuste dans le temps, parce que du coup, on a plus de données en entrée que sur une régression logistique, mais un peu moins d'explicabilité. C'est toujours la limite entre les deux. Après, il y a quand même des techniques d'explicabilité aujourd'hui qui permettent de bien traiter les modèles à base d'arbres, ça c'est sûr. Après, en effet, c'est plus robuste dans le cas où on a beaucoup de données. Parce qu'il nous arrive encore de mettre en prod, plus tard qu'il y a quelques mois, des régressions logistiques classiques avec très peu de données, mais qui fonctionnent très bien et qui sont relativement stables dans le temps. Quoi. On ne s'interdit pas et on ne cède pas à la hype des nouveaux modèles. On est plus si nouveaux finalement. D'accord, merci. Oui. Juste là, dans tout le process, il n'y a aucune intervention humaine, ça veut dire qu'on fait confiance à 100% au modèle par rapport au client, c'est ça? Oui, alors tout dépend du produit. Là, j'ai pris l'exemple d'un parcours chez un marchand où c'est le paiement en 3-4 fois d'un panier. Donc en fonction des montants, on va dire, la validation est 100% automatique. Il n'y a pas un recours de client ou autre? Il peut y avoir un client qui fait un recours et dans ce cas-là, nous on a toutes les logs en fait. Quand je dis que là tout rentre dans le SI, on a toutes les logs de quelles ont été les informations qui ont été utilisées, le calcul, le résultat. Donc on peut expliquer toute la trace qui a le calcul. Merci.